Bienvenue sur le plateau de Parole d'Élus. Nous recevons aujourd'hui la vice-présidente du conseil départemental des Vosges en charge du budget, Nathalie Babouot, par ailleurs présidente de la communauté de communes de Mirecourt-Dompierre et première adjointe de la ville de Mirecourt. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue. Vous êtes bourguignonne, Nobody's Perfect, vosgienne d'adoption, on va dire ça comme ça, et de cœur désormais, j'imagine, avec un engagement à droite dès votre majorité. On peut parler de ça Effectivement, peut-être même un petit peu avant ma majorité. Les souvenirs que j'avais, c'était quelques meetings politique sous Jacques Chirac en 86 et puis 87, effectivement, un engagement militant déjà, mais à Dijon, parce qu'à l'époque, je vivais en Bourgogne. Donc RPR, puis UMP, et aujourd'hui les Républicains, fans de parachutisme, mais pas parachutés, pardon pour la petite blague, mais vous êtes venus pour cause d'études donc, chez nous. Et aujourd'hui, naturellement, vous soutenez Valérie Pécresse, qui stagne un petit peu. Comment vous pouvez qualifier ce moment dans cette campagne, sachant qu'il reste un peu moins de 50 jours qui nous séparent donc, du premier tour des présidentielles? Alors pour Valérie Pécresse, il est vrai qu'elle a eu un petit passage, je pense un passage à vide, mais sans doute des discours peut-être qui étaient écrits, et à mon avis, il fallait qu'elle parle, et il faut qu'elle parle avec son cœur. Ça collait pas à sa personnalité. Il faut qu'elle fasse des discours de femme et qu'elle parle vraiment sincèrement. Je pense qu'elle peut s'adresser aujourd'hui aux Français et vraiment toucher tous les Français. Elle en a l'étoffe. Elle l'a regretté d'ailleurs après ce fameux meeting qui était tellement commenté. C'est vrai qu'elle a visiblement davantage de facilité à s'exprimer en face à face ou en petit comité. Est-ce que ça peut être un frein majeur? Comment vous voyez les choses? J'espère que non, parce que la campagne, on cherche un roi, il lui en reste encore 6 semaines. Et puis je pense qu'il faut aussi qu'elle trouve appui sur sa base. Elle a une très très bonne base, et que ce soit au niveau des militants, mais également au niveau des élus. C'est sans doute la femme politique aujourd'hui qui est le plus soutenue. Donc il faut qu'elle s'appuie et qu'elle trouve appui sur ce partenariat-là qui peut la conduire jusqu'à avec une ligne pas évidente quand la même, victoire. Parce qu'il faut aller chercher un petit peu quand même le centre droit, mais aussi répondre au camp Ciotti. Il faut savoir rassembler. Et aujourd'hui, le principal objectif, c'est d'être fort au niveau économique. On vient de traverser une crise majeure, et je pense qu'il faut vraiment qu'on soit fort et qu'on sache être utile pour nos concitoyens. Alors un peu de fiction, désolé, on en fait toujours, mais imaginons que Valérie Pécresse soit pas au deuxième tour et qu'on retrouve le match d'il y a 5 ans. Comment vous positionneriez, vous sur pour l'instant, j'essaie de l'éviter. Et puis d'en parler autour de moi pour qu'elle soit au deuxième tour. C'est vraiment l'objectif. Après, on verra. Je vous dirai, vous m'inviterez effectivement entre les 2 tours et puis je pourrai vous répondre. On verra ça effectivement. Il y aura évidemment les législatives derrière. Dans votre canton, dans votre circonscription, un candidat naturel, c'est le député Jean-Jacques Gaultier. Vous aurez un rôle dans la campagne. On se souvient qu'il y a 5 ans, ça s'était assez mal passé. Vous étiez opposé, dénonçant son passage en force à l'époque. De l'eau a coulé sous le pont du Madon, on va dire ça comme ça. On n'était pas vraiment opposés. J'avais obtenu l'investiture. Voilà. Simplement, moi, ce que je souhaitais, c'était vraiment être utile à tous. Et je pense que le choix que j'ai fait à l'époque, c'était vraiment pour faire gagner aussi Jean-Jacques Gaultier, il le sait. Et pour cette future campagne, eh bien, je serai également à ses côtés. Et donc puis tout est aplani aujourd'hui, il n'y a plus de doute sur il n'y a pas de doute. Et puis je pense qu'il n'y en a jamais eu par rapport à ça. On était 2 candidats potentiels, voilà. Et de toute façon, ça sera lui qui ira sous la bannière des Républicains. Tout à fait, il a obtenu l'investiture, je crois, qui a été donnée il y a peu de temps. Un petit mot comme nous le faisons toujours sur vos indemnités. Elles s'élèvent à peu ou prou. Il y a peut-être quelques euros à retirer. On va voir ça en tableau. À 1 700 € net en tant que vice-président de département. S'y ajoute 1 100 € net en tant que président de la Comcom. Et 350 en tant que première adjointe de Mirecourt. Ça fait un peu plus de 3 000 € par mois. C'est forcément un peu loin de vos émoluments antérieurs. C'est toujours la même question que je pose tous les lundis. Quel est votre rapport? Les femmes, d'ailleurs, ont souvent plus de facilité à parler d'argent par rapport à ces messieurs en tant qu'élus. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faudrait vraiment sacraliser et avoir un vrai statut d'élu avec des indemnités claires? Je pense que ce statut, c'est bien.
Nous ne sommes pas allés plus loin au niveau de nos collectivités. On aurait pu aller jusqu'à 100% du montant. C'est ce qu'on n'a pas fait. Et pour autant, c'est bien d'avoir un statut parce qu'il faut aussi que s'engagent en politique des gens qui ont aussi une carrière et pas forcément que ces engagements soient réservés à des retraités. Donc c'est important d'avoir un équilibre au sein des équipes. Et puis n'oublions pas, c'est que c'est un CDD avec beaucoup de risques à l'appui, parce que chaque fois on remet le couvert et en fait c'est l'électeur qui décide ou pas de nous confier ce mandat-là. Donc il n'y a quand même pas de stabilité absolue dans ce mandat. Votre volume horaire par semaine, ça donne quoi là, j'imagine Je pense que c'est entre 70, au moins 70 heures par semaine, entre 70 et 80 heures, voilà. Donc pas de regret par rapport à votre vie antérieure. Donc aujourd'hui, vous n'êtes plus notaire, vous êtes co-dirigeante d'une agence immobilière. C'était totalement incompatible en termes d'horaire et autres. C'était compliqué de pouvoir concilier les deux. Et puis quand on a des mandats d'élus, voilà, j'ai fait ce choix-là pour pouvoir exercer pleinement mes mandats. Alors vous tenez avec Caroline Privat-Mattioni les finances du département qui se portent plutôt bien, on peut le dire. On l'a vu avec le vote du dernier budget. Un plan pluriannuel d'investissement est en place avec beaucoup de choses. Le pôle jeunesse, le RSA évidemment qui reste, même si ça baisse un peu, un pôle important. La transition écologique, le tourisme, les arbitrages du conseil départemental se font sur quelle base? Quelle est votre feuille de route? Alors on vient d'adopter la feuille de route avec un plan Vosges qui a été adopté pour les 6 prochaines années. Si vous voulez, les finances du départements nous permettent aujourd'hui d'investir et de mettre 90 millions d'investissements chaque année. Donc on a augmenté quand même notre feuille de route de 10 millions d'euros. Et quand on parle d'investissement, il y a à la fois un équilibre entre les travaux que le département peut faire. Je citerai par exemple la maison de l'enfance et la famille, là où il va y avoir à peu près un programme de 13 millions d'euros. Les travaux également dans les différents établissements scolaires, les collèges. Donc on va avoir également un challenge à relever avec la rénovation thermique des bâtiments. C'est un programme d'action de plus de 10 millions d'euros sur les années à venir. Et puis c'est également un engagement fort du département de soutien auprès des collectivités. Et là aussi, on a augmenté notre enveloppe pour vraiment être au cœur de nos territoires, auprès des communes. N'oublions pas que comptent aussi les communes et quelle que soit la taille des communes. Et donc soutien aux intercommunalités également. Alors, au cœur de tout cela, il y a évidemment la démographie qui continue à baisser. On l'a vu sur la dernière vague de l'INSEE. Comment est-ce qu'on fait pour stopper l'hémorragie d'une part et peut-être aller chercher d'autres personnes sur d'autres territoires? On est dans une période clé, vous la qualifiez comme ça, avec cet exode urbain qui est peut-être pas archi quantifiable chez nous, mais qui existe quand même. Je pense qu'il faut savoir saisir ces opportunités qui sont là près de nous, refaire sans doute du marketing territorial. C'est aussi l'action qui avait été portée pour pouvoir vraiment valoriser notre territoire, en donner un autre regard. Et puis également d'autres enjeux. C'est un des enjeux forts du plan Vosges, c'est la jeunesse. Et puis, sans oublier également la transition écologique. Avec, on ne dira pas la flamme olympique. On a vu ça, le président Vincent s'est exprimé à ce sujet. 180 000 euros, c'est quand même incroyable. Alors, le département est très impliqué pour l'accompagnement en vue des Jeux Olympiques de Paris, mais comment vous avez réagi? Alors, effectivement, on est terre de jeu, mais à un moment donné, il faut être raisonnable. Je pense qu'on vient de traverser une crise sanitaire importante, et là, vaut mieux être auprès des Vosgiennes et des Vosgiens. Qui ne comprendraient pas que le département consacre 180 000 euros, clairement, à ça. Je pense, et auprès des associations qui ont besoin aussi d'avoir un soutien important après la crise Covid que nous venons de traverser. Donc c'était évidemment pas essentiel. On va en descendre un échelon au niveau de l'intercommunalité. Donc votre communauté de communes regroupe 76 communes. Il y a beaucoup d'investissements sur le sport et l'énergie, notamment l'éolien. 18 nouvelles éoliennes sont apparues dans le paysage. Comment est-ce que tout cela est agencé? Alors tout d'abord, sur les 18 éoliennes, il s'agit d'un parc qui a été initié il y a 15 ans. Donc par les élus qui nous ont précédés, et notamment sur le secteur de Dompaire. Pour la communauté de communes, on vient de voter le plan climat, énergie territoriale. Et donc dans ce plan, il y a un certain nombre de projets, d'objectifs qui ont été insérés, notamment l'autonomie énergétique.
Pour parvenir à cette autonomie, il faut savoir baisser un petit peu les consommations, mais également augmenter les énergies renouvelables. Le mix, évidemment, ouais. Et c'est le pari que nous avons fait aujourd'hui. C'est qui ne plaît pas à tout le monde, vous le savez bien, c'est un vrai enjeu d'ailleurs, y compris sur la campagne présidentielle. Non, mais par contre, ce que nous souhaitons, c'est rester maître de nos territoires et effectivement pouvoir avoir des effets de levier sur nos territoires et de partir sur du développement. Et plutôt que d'être l'otage d'un développeur éolien qui viendrait sans foi ni loi, on souhaite construire ce projet. D'où l'idée de mettre des billes, puisque votre société d'économie mixte est actionnaire. Ouais. Voilà, et nous sommes associés au niveau de la SEM qui permet justement ces partenariats avec les développeurs. Ça nous permet aussi de choisir le développeur que nous souhaitons et d'installer les éoliennes où ça nous semble le plus acceptable possible. Allez, dernier échelon, celui de la commune. Vous êtes première adjointe à Mirecourt, donc aux côtés d'Yves Séjourné, aux affaires depuis 2014. Beaucoup de travail encore, évidemment, sur l'image. Et puis, il faut rétablir les finances là-bas. Comment est-ce que cette image de marque de Mirecourt, vous essayez de la travailler pour qu'on ne parle plus seulement des faits divers et des problèmes de drogue à Mirecourt ? Alors, c'est un challenge à relever, très important. Je pense que nous avons commencé un certain nombre de travail. D'abord, il fallait savoir relever la ville financièrement et donc retrouver des capacités d'investissement. C'est ce qui s'est passé au cours du premier mandat. Désormais, il y a quand même des travaux importants qui sont conduits sur la ville. On peut citer la place principale, la place de Gaulle. Et puis aujourd'hui, c'est aussi tout un travail qui est conduit au travers du dispositif Petite Ville de demain. Donc nous sommes accompagnés par le département, par la région et par l'État, où il va falloir changer un petit peu la vision et le regard de Mirecourt. On sait qu'on a un challenge à relever parce que nous avons plusieurs générations. Beaucoup de logements vacants aussi sur la ville. Et donc, il va falloir avoir un regard neuf sur l'habitat et puis rendre notre ville moderne et qu'elle devienne la ville du 21e siècle. Je pense qu'il y a un gros challenge à relever. On suivra tout cela. Merci beaucoup Nathalie Babot qui était notre invitée de Parole d'élu. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre entretien politique hebdomadaire.